La France, hein, on retourne un petit peu en France, un peu sur Terre, était quand même très très bien représentée au CES de Las Vegas. Il y avait plus de 300 entreprises qui étaient présentes. C'est tout simplement la troisième délégation la plus importante après les États-Unis et la Chine. Cocorico spécial pour les Nantais, SensorWay qui sont revenus pour la deuxième fois d'affilée avec un prix. Et pour MyScript, l'entreprise nantaise qui est située du côté de Nantes-Est, qui a été créée en 98 à Polytech, et qui a été sacrée meilleure appli du monde avec Nebo, une appli qui reconnaît votre écriture. Voilà, toutes ces inventions nantaises, on les retrouvera bientôt dans notre quotidien. Plus globalement, toutes ces innovations présentées à Las Vegas, elles feront bientôt partie de notre quotidien, du quotidien des clients et bientôt donc des entreprises. Quel impact ont ces innovations pour les clients, pour la société et pour les entreprises globalement? On va en parler tout de suite avec Jean-Baptiste Gouin, le fondateur, le créateur de l'agence de transformation digitale Talenco. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Baptiste, on va parler avec vous plus concrètement des conséquences, de l'impact de ces innovations vraiment pour le business des entreprises. Mais avant ça, Cyril, on va parler intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle vraiment sur la société, sur les usages, sur les consommateurs. Oui, c'est ça. Je pense que ça n'aurait échappé à personne. L'intelligence artificielle est la vraie grande tendance du CES 2017 et c'est surtout la technologie qui est en train de pénétrer l'ensemble des secteurs et l'ensemble des facettes de notre quotidien. C'est en quelque sorte la troisième vague de la révolution digitale dont on parlait tout à l'heure. Si on considère que la première vague, c'était la mise en connexion des ordinateurs, la création du réseau Internet. La deuxième vague, la mise en connexion des hommes par la communication et l'information, le web. Et la troisième vague, c'est la mise en connexion de à peu près tout le reste, avec une couche d'abstraction supplémentaire qui est cette intelligence artificielle dont on nous promet qu'elle prendra les décisions et agira probablement à notre place sur un certain nombre de choses dont on veut se débarrasser. Donc l'intelligence artificielle, moi j'ai essayé d'imaginer pour vous, à peine 10 jours après, les impacts que ça peut avoir sur la société et sur l'homme. Et comme je ne suis pas moi-même une intelligence artificielle et que ça fait que 10 jours, j'ai quand même quelques notes avec moi. Alors, le premier impact, on a parlé avec Michael d'Alexa. Alexa était absolument partout sur le CES et surtout là où on l'attendait le moins, c'est-à-dire qu'Amazon n'avait pas de stand, mais Alexa était chez Whirlpool, Alexa était chez Volkswagen, Alexa était absolument partout parce qu'on voit bien que dans les jouets, dans les services, dans le tourisme, dans l'électroménager, on veut mettre de l'intelligence artificielle partout. Et le premier impact sur l'homme et sur notre société, c'est finalement cette nouvelle interface homme-machine. Jusqu'à présent, on interagissait avec les objets du quotidien et nos machines à travers des écrans qui finalement ressemblent trait pour trait à une feuille de papier. En tout cas, on n'est jamais sorti de ce cadre depuis qu'on a inventé l'écriture. Et ces écrans vont tendre à disparaître pour une interface homme-machine beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle, puisque c'est le langage, c'est la parole tout simplement. Et en ce sens, moi, je me pose la question d'un retour aux sources, puisque la parole est apparue avant l'écriture, et je me pose la question surtout de savoir si, à terme, l'un de ces deux médiums, la parole en l'occurrence, peut ou pas prendre l'ascendant sur l'écriture et quelles en seront les conséquences. Et je disais que la parole était apparue avant l'écriture, et la parole est apparue même avant le langage et l'invention du langage. Et là, en l'occurrence, on peut penser que l'intelligence artificielle, une espèce de langage universel, un espéranto technologique, puisque chacun s'adressera à une même intelligence artificielle partout dans le monde, qui aura elle-même son propre langage, son code. On a même eu l'exemple, dans le cas des recherches de Google Translate, de deux intelligences artificielles qui ont communiqué entre elles et qui ont inventer une nouvelle forme de langage pour traduire le coréen au japonais directement sans passer par une langue intermédiaire, l'anglais. Donc il vaut mieux qu'on arrive à bien se comprendre avec ce nouveau langage qu'est l'intelligence artificielle et qu'on s'entende bien avec elle si on ne veut pas finir comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace où HAL prend des décisions à notre place et quoi qu'on puisse lui dire. Donc premier impact, cette nouvelle forme d'interface homme-machine, la voix. Deuxième impact, c'est que finalement ces intelligences artificielles prennent principalement la forme d'assistants intelligents.
Et ces assistants intelligents, on les a inventés parce que on veut se libérer d'un certain nombre de réflexions, de décisions, voire de tâches qui nous encombrent au quotidien et qu'on préfère attribuer et déléguer à quelqu'un d'autre, en l'occurrence une machine. Là, évidemment, on se pose la question de cette intermédiation, en quelque sorte, versus le libre arbitre qui était encore à peu près le nôtre, y compris avec Google, qui, lorsqu'on lui pose une question, quand on effectue une recherche sur Google, on est encore exposé à des centaines, voire des milliers de réponses, même si on sait qu'on est largement influencé par ce que Google nous propose et la façon dont il nous le propose. Quand on demandera à Alexa demain, Michael le disait tout à l'heure, eh bien, elle nous proposera la solution, la réponse qui est censée, en plus, être celle qui nous correspond le mieux, parce que Alexa, l'intelligence artificielle en tout cas, sera supposée mieux nous connaître que nous-mêmes, à la limite. Deuxième question. Et puis la troisième question, le troisième impact que j'identifie par cette intermédiation d'une interface homme-machine et une seule, c'est la disparition et la dématérialisation de notre rapport aux choses et aux autres objets. Je m'explique. Encore aujourd'hui, on est en interaction avec tous les objets qui nous entourent. On a besoin d'activer une fonction, chaque objet a une fonction, est singulier, on agit avec cet objet-là. Quand demain l'interface homme-machine deviendra uniquement l'intelligence artificielle, parce que c'est elle qui sera chargée de gérer les relations avec les autres objets, ça deviendra du machine to machine, on perdra le contact direct avec les autres objets qui nous entourent et les produits que vous vendez dans cette salle. De fait, on peut se poser la question d'un être humain qui perdrait la connaissance de la fonction de chaque objet et éventuellement, puisque c'est le bénéfice global qui prévaudra sur le bénéfice individuel, pour quiconque fabrique un produit, on arrivera peut-être à en perdre de vue le bénéfice d'un produit A par rapport à un produit B, parce qu'il sera noyé dans le bénéfice global de cette harmonisation, cette articulation de tous les objets. Voilà les trois impacts sur l'homme et sur la société que je vois à ce stade avec l'intelligence artificielle. Et Jean-Baptiste, vous avez étudié les impacts plus sur le business. Quelles conclusions vous en avez tirées ? Bon, forcément, les impacts sont complètement énormes. La difficulté qu'on a et qu'ont les entreprises, c'est de traduire ces innovations technologiques, en impact consommateur et de comportement client. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de création de valeur pour l'entreprise et qu'est-ce qu'on doit proposer aux entreprises. Donc il y a au moins trois impacts majeurs. Fondamentalement, ça impacte les business models de l'entreprise. C'est-à-dire que si demain vous êtes une entreprise de pharmaceutique, par exemple, et que vous considérez que votre boulot c'est de faire des médicaments, effectivement vous allez pouvoir gagner éventuellement des gains de productivité avec ces technologies, mais ce sera tout. Si vous considérez que votre métier c'est de soigner les gens, d'apporter du confort, etc., alors là, à ce moment-là, vous allez chercher à développer une nouvelle valeur ajoutée et puis vous allez vous intéresser forcément à ces technologies. C'est pour ça que des sociétés comme la SNCF, par exemple, considèrent qu'ils ne vendent plus des billets de train, mais ils vendent de la mobilité avec tout un tas de plateformes, etc., de systèmes collaboratifs, etc. C'est pour ça que des sociétés comme L'Oréal considèrent qu'ils ne vendent plus des rouges à lèvres, mais ils vendent des solutions de beauté pour les femmes, etc., avec tout un tas d'applications qui vont vous aider à maquiller, etc. C'est pour ça aussi que des entreprises comme les banques, et ça on a vu beaucoup de banquiers au CES, et ça c'est assez nouveau, alors à des stades différents, certains directeurs de banques qui viennent tout seuls, et puis des comités de direction entiers qui viennent au CES, et comme par hasard, c'est quand même les gens qui sont dans leur maturité digitale les plus avancés. Donc si on considère que demain, le métier du banquier, c'est pas simplement de vendre des solutions de financement, etc., mais c'est véritablement d'accompagner des moments de vie de son client, de la primo-accession, de la cession, etc., de la transmission, alors vous allez avoir tout un tas d'idées de création de valeurs nouvelles pour vos clients et qui vont intégrer aussi de la technologie. Donc voilà, donc le premier impact, il est vraiment sur tous les business models, et je ne crois pas qu'il y ait un secteur d'activité qui soit à l'abri de ça. En tout cas, demain, toutes les entreprises feront un métier différent. Le deuxième impact de toutes ces technologies pour l'entreprise, c'est avant tout leur façon de faire du commerce. Alors il se trouve que c'est terminé hier à New York, le plus grand salon du retail. Alors ce genre de salon sectoriel est intéressant parce qu'au-delà des technologies, on voit tout de suite les usages et ce qu'en font les grandes marques de distribution, là en l'occurrence en termes d'usage. Donc là c'est complètement aussi fou ce qu'on peut faire.
tous ces grands retailers, tous ces grands marchands considèrent qu'ils ne font plus du commerce entre quatre murs dans leur point de vente, mais que le commerce est partout. Donc on le voyait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, avec l'exemple que prenait aussi Mickaël. Mais fondamentalement, c'est un changement de mindset de considérer qu'on peut commercer partout. Et comme nouveau device, comme nouvel outil, ce qui apparaît aussi fortement au Big Retail Show, qui s'est terminé hier, donc les équipes ont fait une petite restitution ce matin, c'est que la voiture devient un nouveau support de commerce. Effectivement, quand votre voiture est autonome, vous emmène à un point B, que vous n'avez plus besoin de conduire, que vous pouvez interagir directement avec Alexa, etc., ben vous allez à la fois faire des commandes et vous allez aussi préparer votre achat que vous allez retirer dans le magasin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise sa voiture avant tout pour aller au travail, et la deuxième utilisation qu'on en fait, c'est pour aller faire du shopping, aller dans le magasin. Donc on va préparer votre achat, il y a tout un tas de capteurs qui détectent que vous arrivez dans le magasin, etc. Et donc pour avoir une expérience client absolument tout à fait nouvelle. Donc la façon de faire du commerce change, et puis l'expérience client qu'on peut avoir change également, avec l'intelligence artificielle encore une fois, avec les chatbots. Par exemple, Pizza Hut a remarqué qu'ils avaient une belle application pour pouvoir commander ses pizzas, mais que les jeunes, ils n'aimaient pas trop changer d'application, ils étaient sur Facebook Messenger. Du coup, voilà, on va pouvoir commander sa pizza, c'est déjà le cas, avec Facebook Messenger par exemple. Voilà. Donc c'est quand même pas neutre en termes de commerce et d'expérience client. Et puis le dernier point pour l'entreprise, c'est que ça apporte des gains de productivité, alors qui sont parfois malheureux. Et il y a une vraie question et un vrai sujet autour de l'emploi et l'évolution des métiers. Il y a cette expérience avec cette entreprise japonaise qui a supprimé 34 postes, c'était il y a quelques semaines. Mais on voit aussi que dans la logistique, dans la supply chain, l'intelligence artificielle, les robots, les drones viennent identifier où est-ce qu'il y a besoin de réassort en direct, etc. Donc il y a tout un tas de gains de productivité qu'on peut avoir, et puis sans parler des startups nantaises effectivement qui font des gains de productivité pour retranscrire ce que vous écrivez de façon automatique et dans toutes les langues, dans 60 langues. Voilà, impact énorme. On a du mal même à prendre l'ampleur de tout ce qui va nous impacter au quotidien. Je crois que vous faites le même constat, Cyril, avec la réalité virtuelle. Oui, ou du moins avec ce que j'appelle les autres réalités, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée, il y a la réalité mixte. Finalement, ces autres réalités, elles posent question sur notre rapport au monde. Si l'intelligence artificielle pose question sur notre rapport à soi et notre rapport aux choses qui nous entourent, les autres réalités posent vraiment la question du rapport au monde. Ce qui est une certitude, c'est que la réalité virtuelle était présente partout sur le CES, et principalement là où on ne l'attendait pas, là encore, comme pour Alexa, puisque les meilleures expériences immersives étaient présentes sur les stands de constructeurs automobiles, d'électroménagers, qui ont bien compris l'utilisation qu'elles peuvent faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire celle de plonger leurs clients dans une démonstration produit, dans une expérience de marque, dans un territoire de marque. Et en l'occurrence, ce qui est certain aussi, c'est que cette réalité virtuelle, ça dépasse de loin. On pourrait même plutôt parler d'immersion, de réalité immersive, puisque ça dépasse maintenant le sens de la vue et le sens de l'ouïe qui était utilisé jusqu'à présent. On a vu, tout à l'heure, on a parlé d'haptique avec Mickaël, donc ce sens kinesthésique, le rapport, le retour de force. On va jusqu'à reproduire le grain, la texture d'un produit sur une tablette, de la fourrure, du sable, etc. Et puis le mouvement aussi du corps, puisque la plupart des expériences de réalité virtuelle qu'on a testées quand on était au CES nous mettaient en action, nous mettaient en mouvement, il y avait du vent, il y avait des odeurs, bref, c'est vraiment multisensoriel. Et c'est ça vers quoi on tend. Et donc ça m'a posé deux questions sur notre rapport au monde. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est ce que ça va changer dans notre façon de découvrir le monde ou de redécouvrir le monde. L'homme a toujours été un explorateur, il a toujours voulu comprendre le monde, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est créé ses propres outils pour aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu le cas aussi avec ces autres réalités. La réalité augmentée, donc, qui est cette espèce de couche supplémentaire d'informations qui vient sur la réalité de ce que vous voyez, on en voit tout de suite le bénéfice. Pour un néophyte dans un environnement donné, il comprend immédiatement ce qui est en train de se passer, il sait ce qu'est cet objet, ce que ça fait, etc. Bon. Et sur la réalité virtuelle, je pense que on en a fait là aussi l'expérience vivante sur le CES, c'est d'aller explorer des mondes que l'on ne pouvait pas explorer aussi facilement avant. Dans le domaine de la santé, par exemple, pouvoir plonger dans le corps humain et aller voir des organes auxquels on ne peut pas accéder autrement que dans des livres, autrement ou par voie de dissection.
et dans l'exploration spatiale également. Donc il y a ce premier rapport au monde qui change, qui évolue et qui, somme toute, est relativement la suite logique de ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Par contre, il y a une deuxième façon de voir ce rapport au monde qui est l'invention de nouveaux mondes parallèles, de nouvelles dimensions qui, à la limite, pourraient devenir plus intéressantes, plus rassurante ou plus excitante que notre pauvre quotidien, notre pauvre réalité quotidienne. Et là, ça pose deux questions, parce que bon, je suis allé chercher dans l'étymologie de virtuel, je vous fais grâce de toute l'étymologie, mais je vais juste partir de la racine grecque qui est dynamis. Alors vous allez me dire, virtuel, dynamis, je vois pas bien le rapport, bon, on n'a pas le temps, mais dynamis, en fait, alors c'est là que je prends mes notes, en grec, dynamis, ça évoque la capacité pour un corps dans un certain état de changer d'état. Alors, pris de façon très terre-à-terre, c'est la réalité virtuelle qui vous permet d'être en mouvement alors que vous restez immobile comme une larve dans votre canapé. Mais c'est surtout aussi cette capacité, en fait, à transformer une simple potentialité en réalité. Et dans ce deuxième niveau de lecture, qui est la réinvention d'un monde ou de plusieurs mondes, il y a deux façons, on peut aboutir à deux versions du monde. L'une qui est positiviste et qui est celle qui existe déjà, c'est-à-dire que la réalité s'oppose à la potentialité. La réalité, c'est ce qui est déjà là, c'est ce qui est déjà passé, ce que l'on est en train de vivre, et la potentialité est en sommeil, et peut-être qu'on va l'activer, peut-être qu'on ne va pas l'activer. L'autre vision issue de la technologie, justement, avec cette réalité virtuelle, c'est plutôt une réalité, enfin en tout cas c'est plutôt une situation où la réalité et la virtualité, la potentialité coexistent. Et là, c'est plus soit vous dormez, soit vous êtes réveillé, mais c'est vous dormez ou vous êtes réveillé tout en dormant. Et ça pose une question quasiment métaphysique qui est de l'ordre de, du coup, qu'est-ce qu'est la réalité ? Qu'est-ce qui n'est plus la réalité et plutôt de l'ordre du mirage ? Et c'est quoi la réalité au fond ? Et une question encore plus angoissante, où est-ce qu'on se sent le mieux ? Dans la réalité finalement, ou dans cette potentialité, cette virtualité ? Une vaste question. Platon, il n'y avait pas répondu. La caverne de Platon, c'est pas un... ça rejoint un peu le mythe de la caverne. Ça, voilà. Jean-Baptiste, la réalité, la virtualité, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est réel pour les entreprises, vraiment ? Ça va devenir réel, et qu'est-ce que ça va changer ? En tout cas, moi, je vois sur un usage très pratique qui correspond à mon métier. On fait du conseil et de la formation. Donc de pouvoir resituer les gens dans des situations, les apprenants dans des situations qu'ils ne vivraient pas autrement, c'est particulièrement efficace, que ce soit que dans des gestes métiers, sur des métiers très manuels par exemple, sur des scénarios catastrophes par exemple, voilà, mais les pilotes de ligne connaissent bien ça, mais aussi, comme le disait Cyril, on a vécu des situations où on rentre dans le corps humain sur des applications médicales, c'est absolument bluffant, c'est-à-dire qu'en fonction de où vous vous situez, vous montez, vous baissez, etc., vous avez un angle différent, vous pouvez soulever les organes, etc. Donc c'est absolument impressionnant, cette nouvelle vision que l'on a, et encore une fois, cette capacité que l'on a à accéder au savoir qu'on n'avait pas avant, quoi. Et on imagine, oui, toutes les possibilités infinies quand on veut présenter un produit. C'est ce que vous me disiez, hein, Cyril. Finalement, les applications sont plus impressionnantes pour les acteurs qui ne font pas de la réalité virtuelle, qui ne font pas des casques, sont plus impressionnantes parce qu'ils ont déjà trouvé les usages, alors que finalement, les démonstrations les moins impressionnantes venaient de ceux qui fabriquent même les casques qui n'avaient pas vraiment plus d'idées que ça. On voit qu'on ouvre une porte et on ne sait pas où on va, hein, c'est infini. C'est exactement ça. Le prochain enjeu en fait, de la réalité virtuelle, c'est le contenu. Donc là, ce sont les médias, les éditeurs et les producteurs également, quels qu'ils soient, producteurs de biens et de services, ça passera par le contenu. Voilà, tout est à inventer et à réinventer. Encore merci à tous les deux pour ce débrief du CES 2017.